Goedemorgen, bonjour. Ik hoop dat de meesten onder jullie kunnen genieten van een welverdiende kerstvakantie. Maar ook tijdens deze kerstvakantie blijven we jullie informeren over de stand van zaken van de pandemie in ons land. En daarvoor geef ik onmiddellijk het woord aan Steven van Gucht. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Het aantal besmettingen blijft stijgen, maar sinds enkele dagen neemt deze stijging gelukkig niet meer alsmaar sneller toe. De aanhoudende stijging blijft zorgelijk, maar een felle stijging, zoals in een aantal andere Europese landen, blijft bij ons voorlopig uit. De ziekenhuisopnames en de overlijdens blijven voorlopig nog stabiel, maar bevinden zich nog steeds op een hoog niveau. Afgelopen week werden er gemiddeld 2547 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 13% in vergelijking met de week voordien. De voorbije paar dagen is de toename rond dit percentage blijven schommelen. Het aantal testen is verder gestegen tot 37.558 testen per dag. Dat zijn er 5.665 of 18% meer per dag dan 1 week geleden. Het percentage testen dat positief is, daalt nog heel licht tot 7,8%, wat een gunstig teken is. De stijging in het aantal besmettingen doet zich nu wel voor in alle gewesten, dus ook in Brussel. Er zijn toenames van 18% in Vlaanderen, 12% in Brussel en 6% in Wallonië. De hoogste toename zien we in Antwerpen met plus 29%, gevolgd door Namen en West-Vlaanderen. In nog slechts 3 provincies worden nog hele lichte dalingen waargenomen. Dat is het geval in Luxemburg, Henegouwen en Vlaams-Brabant. In absolute cijfers zien we het hoogste aantal nieuwe gevallen in Antwerpen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. De precaire positie van de provincie Antwerpen valt op. We zien dat daar zowel het hoogste aantal nieuwe gevallen wordt vastgesteld, als ook de snelste toename in het aantal gevallen. Dit kan deels verklaard worden door enkele recente grote uitbraken in woonzorgcentra en ziekenhuizen. De toenames doen zich nog steeds voor bij alle leeftijdsgroepen en is nog steeds het meest uitgesproken bij kinderen onder de 10 jaar, met plus 25% op weekbasis. Het blijven weliswaar nog steeds de 20ers tot 50ers, waar het grootste aantal nieuwe besmettingen wordt vastgesteld. Bij de 80-plussers neemt het aantal gevallen het minst toe. De nieuwe ziekenhuisopnames dalen heel licht. Verleden week waren er gemiddeld 179 nieuwe ziekenhuisopnames per dag. En dat is 3% lager dan de week ervoor. In sommige provincies, met name Luik, Limburg, West-Vlaanderen en Namen, stijgen de ziekenhuisopnames wel nog. En dat is het meest uitgesproken in Luik, waar we een stijging van plus 27% vaststellen. Ondanks dat de ziekenhuisopnames al een tijd stagneren, blijft het aantal COVID-patiënten dat in het ziekenhuis ligt traag maar gestaag afnemen met zo'n 11 à 12% per week. Dat komt omdat het aantal patiënten dat ontslagen wordt voorlopig nog steeds iets groter is dan de instroom van nieuwe patiënten. Er liggen nu in totaal 2543 COVID-patiënten in het ziekenhuis, waarvan 544 op intensieve zorgen. De overlijdens stagneren verder op een relatief hoog niveau.
Gemiddeld vielen er de afgelopen week elke dag 93 overlijdens per dag te betreuren. En dat is vergelijkbaar met de week ervoor. We hebben vandaag nog 2 specifieke onderwerpen. Eentje over de nieuwe variant in het Verenigd Koninkrijk en een volgende over de komende feestdagen. Betreft de nieuwe variant, zoals u waarschijnlijk ook gehoord hebt in de media, werd er in het Verenigd Koninkrijk recent een nieuwe variant van het virus opgemerkt die zich snel aan het verspreiden is in het zuidoosten van Engeland en in Londen. De snelle evolutie van deze variant werd recent opgemerkt, maar hij werd weliswaar voor het eerst gedetecteerd reeds in september 2020. Deze variant werd ook reeds sporadisch opgemerkt in een aantal andere landen, waaronder Nederland en België. Naast deze nieuwe variant circuleren er natuurlijk ook heel wat andere varianten in ons land en in andere landen. Het is immers heel normaal dat er voortdurend nieuwe varianten ontstaan van het virus. Deze varianten kunnen komen en gaan. Sommige varianten verschijnen kort en verdwijnen weer snel, terwijl andere varianten zich snel kunnen verspreiden en dominant worden. Vaak heeft dat te maken met de kansen die het virus krijgt om te spreiden via onze sociale netwerken en via het gedrag van mensen. Soms kan een variant een bepaald voordeel hebben tegenover andere varianten, bijvoorbeeld wanneer deze variant besmettelijker is dan andere varianten. Er zijn momenteel een aantal indicaties dat dit mogelijk het geval is voor deze variant in het Verenigd Koninkrijk, maar dat is nog niet bewezen. Er is geen enkele aanwijzing dat je van deze variant in het Verenigd Koninkrijk ernstiger ziek zou kunnen worden of dat het vaccin er niet zou tegen werken. Het feit dat dit soort evolutie voor het eerst opgemerkt wordt in het Verenigd Koninkrijk komt in de eerste plaats omdat het Verenigd Koninkrijk een van de meest uitgebreide en performante genetische bewakingsprogramma's heeft van de wereld. 5 tot 10% van de virustalen in het Verenigd Koninkrijk worden immers genetisch onderzocht. Weinig landen doen beter. Hierdoor zijn zij in staat om dergelijke varianten sneller op te sporen en hun evolutie te volgen. Ze kunnen dat veel beter dan de meeste andere landen. Andere landen voeren dit soort onderzoek namelijk veel beperkter uit en karakteriseren gemiddeld veel minder van hun stalen. Wanneer we naar de curves kijken in het Verenigd Koninkrijk, dan valt het op dat deze snel stijgt. Maar de evolutie van de cijfers in het Verenigd Koninkrijk volgt ook deze van een aantal andere landen. De besmettingen stijgen er snel, maar niet sneller dan bijvoorbeeld in Denemarken, in Tsjechië, Slowakije of bijvoorbeeld ook in Nederland. We mogen niet vergeten dat we in een periode van het jaar zitten waarin dit soort virussen nu eenmaal gemakkelijk en snel kunnen spreiden. En dit zal ook zo blijven gedurende de komende wintermaanden. Het illustreert vooral het belang om ons goed aan de maatregelen te blijven houden. Daar verandert niets aan. Het illustreert ook dat het beter is om niet op reis te gaan naar rode zones. Dat geldt niet alleen voor het Verenigd Koninkrijk, maar voor een groot deel van Europa. Bij terugkeer van een verblijf van meer dan 2 dagen in een rode zone is het belangrijk om in quarantaine te gaan en een test te ondergaan. En dan betreft de komende feestdagen. Het komt natuurlijk als geen verrassing dat de huidige cijfers geen versoepelingen toe hebben gelaten voor de feestdagen. Het virus is jammer genoeg nog steeds wijd verspreid onder de bevolking. Dit worden daarom uitzonderlijke feestdagen, genoodzaakt om te vieren in heel beperkte kring. Gezellig thuis samen zijn met familie en vrienden
geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid, maar dat is jammer genoeg een vals gevoel voor wat het virus betreft. Het is net thuis dat de meeste besmettingen gebeuren. Uit de grote coronastudie van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat het aantal mensen dat bereid is om met Kerstmis de coronamaatregelen op te volgen, toe is genomen. 79% zegt zich te houden aan de maatregelen, van 1 tot maximum 2 bezoekers. En dat is bemoedigend om te mogen horen. We hebben natuurlijk wel gehoord in de pers dat er bepaalde slagers en traiteurs getuigd hebben over grote bestellingen voor 20 à 30 personen die ze binnenkrijgen voor Kerstmis en Nieuwjaar. Laat ons vooral hopen dat dit uitzonderingen zijn, want dergelijke feesten kunnen de epidemie de lucht instuwen in januari. En dat is demotiverend voor een groot deel van de bevolking die zich wel aan de regels houdt en voor het zorgpersoneel dat zich nu al bijna een jaar uit de naad werkt. We kunnen een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten, waar er een duidelijk Thanksgiving-effect geweest is met recordaantallen besmettingen en overlijdens. Heel wat Amerikanen legden met Thanksgiving de regels naast zich neer en reisden het hele land door om toch samen te vieren. En dergelijke samenkomsten, jammer genoeg, kunnen echte coronavirusbroeihaarden worden. Onze collega-modelleerders van verschillende universiteiten hebben berekend dat als 20% van de mensen 4 extra bezoekers uitnodigen, met ofwel Kerstmis ofwel Nieuwjaar, we de drempel van 75 ziekenhuisopnames per dag met 1 maand vertraging zullen bereiken. 1 feestdag kan dus een maand doorwerken in de cijfers en een maand langer lockdown betekenen. Deze berekeningen kunnen geraadpleegd worden op de website COVID en Wetenschap onder het hoofdstuk Restore. De besmettingen stijgen momenteel, maar de ziekenhuisopnames dalen gelukkig nog licht. Het verdere verloop van de curve is onzeker. Enkel de tijd zal uitwijzen hoe deze zal evolueren. De kerstvakantie kan ons helpen, maar de feesten kunnen ook roet in het eten strooien. We weten nu nog niet wat de impact zal zijn van de vele feesten, uitstapjes en reizen. We weten wel zeker dat de curve in onze handen ligt en niet in die van het virus en zijn talrijke varianten. Als we ons houden aan de huidige maatregelen en we ook de feesten en kerstvakantie veilig houden, dan kunnen de cijfers weer dalen. Reizen wordt sterk afgeraden. Maar denk eraan dat wanneer u terugkeert na een verblijf van meer dan 2 dagen in een rode zone, de kans groot is dat u in quarantaine dient te gaan. En bijna heel Europa is momenteel een rode zone. Deze quarantaine kan voor problemen zorgen voor de terugkeer naar de werkvloer, terugkeer naar school of ook voor studenten die examens hebben na het kerstverlof. Maak van Kerstmis dus geen feest voor COVID, maar hou het fijn, klein en veilig. En dan rest mij alleen nog om u ondanks alles toch nog een fijn begin van deze kerstvakantie te wensen. Dank u voor uw aandacht. Goedendag iedereen, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le nombre d'infections continue d'augmenter, mais depuis quelques jours, elle n'augmente pas plus vite. Ceci reste malgré tout une source de préoccupation, bien sûr. Toute augmentation de ces chiffres est une source de préoccupation, mais nous n'assistons pas actuellement à ce que voient d'autres pays qui nous entourent en Europe avec des augmentations beaucoup plus importantes. Les hospitalisations comme les décès restent
relativement stable, mais malheureusement à un niveau qui est encore nettement trop élevé. Si on s'intéresse, comme sur la première diapositive, à la moyenne des nouveaux cas sur les 7 derniers jours, on se rend compte que nous avons eu 2547 nouveaux cas par jour. Ceci est une augmentation. C'est une augmentation de 13%, on l'a déjà dit. Une augmentation qui est assez stable au cours des derniers jours. Elle fluctue entre 11 et 12% à peu près. Globalement, une partie de ces nouveaux cas sont liés au fait que l'on teste plus. On teste plus puisqu'on a atteint ainsi 37 558 tests par jour, soit un bon 5 600 tests en plus qu'il y a une semaine, 18% en plus. Un point favorable, c'est que le nombre de tests qui reviennent positifs est en lente mais constante diminution et que ces tests positifs font actuellement 7,8% du total des tests qui sont pratiqués. L'augmentation du nombre de nouveaux cas dont nous vous parlons est présente dans toutes les régions. Il n'y a plus de régions qui sont en diminution, tout est en augmentation, avec 18% en Flandre, 12% à Bruxelles et 6% en Wallonie. Comme vous le voyez sur la carte, les plus fortes augmentations sont dans la province d'Anvers avec 29%, aussi dans la province de Namur avec 26% et en Flandre occidentale avec 21%. On a un quasi statu quo ou une très discrète diminution des chiffres dans le Luxembourg, le Hainaut et le Brabant flamand. En nombre absolu, comme on le dit depuis déjà maintenant pas mal de jours, le plus grand nombre de cas est toujours observé dans la province d'Anvers, suivi des 2 Flandres. Comme vous le marquez, tant en pourcentage qu'en nombre de cas, la situation est plus marquée au niveau de la province d'Anvers. Ceci est probablement lié au fait qu'elle a été touchée par plusieurs flambées, tant dans les maisons de repos et de soins que dans les hôpitaux. Si on s'intéresse aux tranches d'âge qui sont touchées, vous voyez que toutes les tranches d'âge sont toujours touchées, qu'on a effectivement une augmentation chez les petits-enfants de 25%. Ne pas oublier que nous sommes maintenant en plein début des vacances et que cette situation devrait se modifier significativement dans les jours qui viennent, que ce sont toujours les groupes entre 20 et 50 ans qui connaissent le plus grand nombre d'infections et que actuellement et heureusement les plus de 80 ans augmentent moins et moins que le reste et on sait que c'est un point important puisque ce sont les personnes les plus sujettes à faire des formes sévères de la maladie. Les hospitalisations diminuent très légèrement, très légèrement. La semaine dernière, il y a eu en moyenne 179 admissions par jour, soit moins 3% par rapport à la semaine précédente. Cependant, nous sommes frappés par le fait que dans certaines provinces, nous avons une augmentation des hospitalisations. C'est le vrai au Limbourg, en Flandre occidentale, dans le Namurois, mais tout spécialement dans la province de Liège, qui est marquée par une augmentation importante de 27% de ces hospitalisations. Le nombre total de patients Covid qui séjournent dans nos hôpitaux continue à diminuer. Il diminue lentement mais régulièrement, d'environ 11 à 12%, lié au fait que le nombre de personnes qui sortent des hôpitaux continue à dépasser le nombre de nouvelles admissions. Et ceci nous mène donc à avoir actuellement 2543 patients au total hospitalisés, dont 544 le sont en soins intensifs. Quant aux décès, nous avons toujours à déplorer en moyenne 93 décès par jour. C'est exactement le même chiffre qu'on vous signalait par rapport à la semaine précédente. C'est une stagnation à un niveau clairement élevé, comme on le voit très bien sur la courbe devant vos yeux. Alors, nous avons 2 thèmes à aborder aujourd'hui avec vous. Un thème totalement d'actualité, je dirais, microbiologique ou plutôt virologique, c'est cette variante venant de l'Angleterre qui a fait beaucoup parler d'elle durant ce week-end. Le deuxième thème sera plus lié à la période de l'année, sera celui lié aux festivités. Alors si on commence par le thème lié à la nouvelle variante, à la variante UK de ce virus, bien vous savez qu'effectivement, une nouvelle variante a été repérée depuis le mois de septembre d'ailleurs,
en Grande-Bretagne et elle se propage en Grande-Bretagne essentiellement dans le sud et le sud-est du pays et en l'occurrence entre autres aux environs de Londres. Elle y forme actuellement de l'ordre de 60% des nouvelles infections. Cette variante n'est pas limitée à la Grande-Bretagne, elle a été repérée à d'autres endroits de par le monde et entre autres aux Pays-Bas et en Belgique. Il faut savoir qu'il n'y a pas que cette variante-là qui circule, il y a d'autres variantes qui circulent dans notre pays comme dans d'autres pays. Il faut savoir qu'avec ce type de virus, qui est un virus à ARN, il est tout à fait normal qu'apparaissent de nouvelles variantes constamment. Que certaines de ces variantes apparaissent brièvement et puis disparaissent à jamais, sont limitées dans leur diffusion, et que d'autres variantes se propagent plus rapidement et éventuellement deviennent dominantes, comme la variante UK est actuellement dominante en Grande-Bretagne. Cela peut avoir trait soit au fait que cette variante profite de nos contacts sociaux, profite de nos comportements et se propage ainsi rapidement dans la population. Cela peut avoir trait aussi au fait que, dans certains cas, certaines variantes peuvent se transmettre plus facilement, être plus facilement infectieuses pour quelqu'un. Cette contagiosité augmentée est possible, mais n'est pas encore certaine pour la souche qui est maintenant dominante en Grande-Bretagne. Il faut encore attendre un certain nombre de données et de recherches pour savoir si réellement elle est plus contagieuse. Rien en tout cas ne nous montre qu'elle soit plus virulente, plus agressive, plus dangereuse pour notre santé. Rien ne nous montre qu'elle empêche que les vaccins nous donnent une immunité contre le Covid marquée par cette variante. Le fait que cette souche ait été identifiée au Royaume-Uni est principalement lié au fait que le Royaume-Uni a l'un des programmes de recherche et de surveillance génétique les plus performants et les plus complets au monde. En l'occurrence, ils testent en permanence, en continu, 5 à 10% de leurs échantillons de virus retrouvés chez des patients, de manière à déterminer leur code génétique, donc avoir vraiment le signalement total de ces souches. Ça leur permet, en l'occurrence, de détecter beaucoup plus rapidement l'apparition de nouvelles variantes que la plupart des autres pays. Beaucoup d'autres pays sont beaucoup plus limités dans le pourcentage de souches qu'ils étudient ainsi en profondeur. Il faut savoir aussi que ce qui se passe au Royaume-Uni, où il y a une augmentation significative de cas, ce qui entraîne des mesures complémentaires, comme vous le savez, est quelque chose qui se passe aussi dans d'autres pays actuellement. Et qu'il ne faut pas aller chercher loin pour trouver des exemples d'augmentation significative. C'est le cas à côté de chez nous, chez nos voisins hollandais, c'est le cas au nord, au Danemark, c'est le cas dans le centre de l'Europe, en Tchéquie et en Slovaquie. Nous sommes actuellement dans une période de l'année totalement propice pour les virus respiratoires, et donc pendant les mois qui viennent encore, nous serons dans une situation où le virus a plus facilement la main et peut plus facilement donner le type d'augmentation que l'on constate. Ceci illustre ce qui se passe un peu partout en Europe, ce qui se passe au Royaume-Uni, l'importance de continuer à adhérer aux mesures. Les mesures ne changeront pas, quel que soit le type de variant et sa contagiosité. S'il est plus contagieux, ça n'impliquera pas d'autres mesures, sauf que de les appliquer encore mieux, si on peut dire, que ce que nous faisons actuellement. Ceci nous rappelle aussi l'importance actuellement, même si cela nous chagrine, de ne pas voyager et de limiter au maximum nos déplacements à l'étranger. Non seulement la Grande-Bretagne, mais quasi toute l'Europe est en zone actuellement rouge, avec une épidémiologie, une situation de l'infection qui est aussi mauvaise, ou souvent plus mauvaise, même parfois nettement plus mauvaise que celle que nous connaissons actuellement en Belgique. Il faut rappeler que si vous séjournez plus de 48 heures à l'étranger, vous êtes pratiquement, dans la majorité des cas, si pas toujours, dans la nécessité de vous mettre en quarantaine et de passer un test. Alors, ces voyages nous amènent indirectement à la période des fêtes où vous savez que les chiffres actuels
très élevés, trop élevés, ne nous permettent pas et n'ont pas permis d'autoriser un assouplissement des mesures que nous connaissons maintenant depuis plusieurs semaines. Ce seront donc, et on l'a déjà amplement dit, des fêtes très particulières parce qu'en nombre beaucoup plus restreint par rapport à l'habitude qu'on a dans nos régions de retrouver amis et familles et de fêter tant Noël que Nouvel An. Fêter avec les amis, fêter avec la famille, ça peut paraître anodin, ça peut paraître bénin parce qu'on se sent en confiance. Ce ne sont pas des étrangers. Il faut rappeler, comme on vous le dit assez souvent, que malheureusement pour nous, les zones de contamination les plus fréquentes se placent dans ces groupes qui nous sont proches, se placent chez les amis, se placent dans les rencontres au sein de la famille elle-même. Et donc il y a là un piège à éviter, cette fausse impression de sécurité que l'ambiance familiale ou amicale pourrait nous donner. Un point positif, une étude faite par l'Université d'Anvers nous montre qu'actuellement, alors qu'on est le nez sur les fêtes, un grand nombre de personnes est disposé à suivre ces mesures à Noël et que ce chiffre est plutôt en augmentation par rapport à ce qui était le cas il y a quelques semaines. 79%, donc pratiquement 4 personnes sur 5, déclarent adhérer à la notion de 1 à 2 visiteurs. 2 visiteurs, vous le savez, si une personne est isolée au maximum. Par contre, en sens inverse, nous avons tous entendu ou vu dans la presse des traiteurs, des bouchers qui nous disent qu'on leur a fait des commandes pour 15, 20, 30 personnes. Clairement des quantités qui ne sont pas des quantités adéquates pour 2, 3 ou 4 personnes en tout cas. Espérons que ceci soit vraiment des exceptions, car on le sait, ceci ne pourrait qu'alimenter l'épidémie. C'est aussi démotivant pour ceux qui font attention et qui n'auront qu'une seule personne chez eux. C'est aussi démotivant et attristant pour ceux qui, depuis des semaines, comme le personnel de santé, et il n'est pas le seul, ont dû lutter avec difficulté et ardemment pour soigner les personnes qui étaient hospitalisées à cause du Covid. Un malheureux exemple de ce qui est possible dans des contextes de fête, tout particulièrement, et de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la santé, c'est ce qui s'est passé tant au Canada qu'aux États-Unis au courant du mois de novembre et de début décembre avec leur Thanksgiving Day réciproque. Dans des contextes particuliers, à l'Amérique du Nord, les gens se sont mobilisés, ont voyagé et ont été voir en grand nombre de la famille, avec peu ou très peu de précautions. Depuis lors, tant le Canada que les États-Unis connaissent des résurgences importantes de leurs hospitalisations et du nombre de décès liés au Covid. De tels rassemblements sont de véritables nids, sont de véritables foyers de départ de l'épidémie et de contamination. Alors, pour la Belgique, que se passerait-il si on était trop nombreux? Eh bien, pour vous donner une idée, des modèles ont été faits montrant que dans la situation belge actuelle, si 20% des personnes invitent 4 personnes en plus pour les fêtes de Noël ou de Nouvel An, nous ne pourrions atteindre le seuil des 75 hospitalisations par jour qu'avec 1 mois de retard, faisant payer d'1 mois supplémentaire de confinement, si pas de mesures renforcées, le fait d'avoir profité pendant 1 jour d'être un peu plus nombreux. Un peu, puisque ce n'est que 4 personnes supplémentaires. On ne parle pas ici de ces méga-fêtes de 20, 30 ou plus de personnes. Les contaminations sont actuellement en légère augmentation. On l'a dit et on l'a encore redit aujourd'hui. Les hospitalisations sont toujours en train d'hésiter, sauf dans certaines provinces, et on a dit notre inquiétude par rapport à ce qui se passe, par exemple, dans la province de Liège. L'évolution de la courbe est donc encore incertaine. Nous nous trouvons devant une situation que je comparerais à un frigo de 15 jours pendant lequel les contacts à l'école, les contacts au travail sont givrés par le fait que nous sommes en vacances. Et ceci est un point extrêmement favorable par rapport à l'évolution. Malheureusement, au sein de ce frigo de 15 jours, nous avons 2 radiateurs qui sont Noël et Nouvel An. Et ces radiateurs, ce sera vous qui déciderez de la manière dont vous allez les brancher, si vous les branchez ou si vous ne les branchez pas.
si vous ne les branchez pas et que nous restons dans notre frigo, nous pouvons avoir effectivement à la sortie de ces 15 jours une évolution de la courbe qui soit favorable et qui permette d'éviter des mesures supplémentaires. C'est un peu le pari qui a été fait lorsqu'il a été décidé à la veille de ces vacances, de ne pas avoir des mesures supplémentaires au niveau des limitations, mais de faire confiance dans le fait que ces 15 jours nous permettront de retrouver une courbe qui descend et plus une courbe qui bégaye, souvent malheureusement un peu vers le haut. Donc il est très important de pratiquer pendant ces 15 jours toutes les mesures limitatives que l'on vous conseille déjà de longue date, de manière à ne pas ressortir dans des mauvaises conditions de cette période de Noël et de Nouvel An. À côté de ces fêtes, il y a aussi toute la problématique du voyage qu'on vient d'aborder encore. Vous savez qu'on vous déconseille fortement de voyager. Sachez simplement que si vous décidez malgré tout de le faire et que vous voyagez plus que 48 heures dans une zone rouge, il est fort possible, si pas probable, que vous seriez appelé à vous mettre en quarantaine et à faire un test ou 2 tests, on verra par la suite. Cette quarantaine peut avoir un impact sur aussi votre travail et sur vos études, puisque on pourrait ainsi avoir des personnes qui ne peuvent pas rentrer au travail, rentrer à leur cours, par exemple, présenter certains examens au début janvier, liés au fait qu'elles devraient rester chez elles à la maison et qu'éventuellement, d'ailleurs, elles auraient ainsi acquis le virus, prolongeant éventuellement la problématique. Donc, essayons de faire de ces fêtes des fêtes qui ne fêtent pas le Covid, mais qui fêtent le fait que nous sommes conscients et que nous avons la notion que, tant pour nous-mêmes que pour les autres, ces fêtes sont importantes dans un contexte particulier, mais qu'elles ne peuvent pas être le point de départ d'une fête dans laquelle le Covid en sortirait vainqueur. Merci beaucoup. Goedemorgen. Dit weekend werden 2 ministeriële besluiten gepubliceerd in het Staatsblad. Zaterdag ging het over de beslissingen die zijn genomen door het overlegcomité. En gisteren werd het ministerieel besluit aangaande het inreisverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Beide besluiten hebben betrekking op internationale verplaatsingen. Zoals al meermaals aangehaald zijn niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland absoluut afgeraden. Het gaat dan zowel om korte dagtrips als om een meerdaags verblijf. De situatie is momenteel immers te precair om nu voor het plezier naar het buitenland te gaan. Zoals de huidige situatie in het Verenigd Koninkrijk aantoont, kunnen de maatregelen zeer snel wijzigen. Hierdoor kunnen reizigers moeilijkheden ondervinden om terug te keren naar België. Om dergelijke situaties te vermijden, is het absoluut aangeraden om uw niet-essentiële verplaatsingen uit te stellen en te wachten op een stabielere en vooral veilige periode. Voor wat betreft het inreisverbod. Uit voorzorg zijn vandaag alle passagiersreizen, het gaat zowel om lucht-, trein- en maritiem vervoer, vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België verboden. Dit geldt zowel voor reizigers met België als eindbestemming als reizigers in transit in ons land. Vrachtvervoer blijft wel mogelijk. De situatie wordt nauwgezet opgevolgd en vandaag zal beslist worden of deze maatregel verlengd zal worden. Hiervoor staat de regering in nauw contact met de buurlanden en de Europese instanties. Vrijdag heeft het overlegcomité beslist dat mensen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijven, beschouwd worden als een hoogrisicocontact. Dit betekent dat ze bij terugkeer 7 dagen in quarantaine moeten gaan met aansluitend een negatieve test. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form, PLF kortweg, van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening voor deze risicoscore zal worden verstrengd. Er komt een versterkte controle op het invullen van dit formulier bij aankomst in België. Alle niet-inwoners die vanuit een rode zone naar België komen, moeten vanaf 25 december verplicht een recente negatieve testresultaat kunnen voorleggen.
Tot slot kort nog iets over het afgelopen weekend. Het is zeer bemoedigend dat het kerstwinkelen vlot en veilig verlopen is. Dit toont aan dat het overgrote deel van de bevolking zich bewust is van het risico en hiermee ook rekening houdt. Frustrerend is wel dat een kleine minderheid de ernst van de situatie nog steeds negeert. Getuigen hiervan zijn de lockdownfeestjes die ook dit weekend jammer genoeg waren. We zijn het virus allemaal grondig beu, maar we mogen nu niet collectief voort zeggen tegen de maatregelen. Geniet de komende dagen van de eindejaarsfeesten, maar zorg ervoor dat het virus geen ongenodigde gast kan zijn aan uw beperkte, maar ongetwijfeld gezellige feesttafel. Dank u wel. Bonjour. Ce week-end ont été publiés 2 arrêtés ministériels reprenant les mesures adaptées à la situation épidémiologique actuelle. Celui publié samedi reprenait les décisions prises par le comité de concertation de vendredi soir. Celui publié dimanche officialisait la limitation temporaire de voyage entre le Royaume-Uni et notre pays. On le voit, on retrouve dans ces 2 arrêtés des mesures concernant les voyages à l'étranger. Comme cela a déjà été mentionné à plusieurs reprises, les déplacements non essentiels à l'étranger ne sont absolument pas recommandés. Cet appel concerne aussi bien les séjours de plusieurs jours que les courtes excursions, par exemple pour aller faire du shopping. La situation sur le front épidémique est trop fragile pour se permettre de se rendre à l'étranger à des fins de loisirs. Comme le montre la situation actuelle au Royaume-Uni, les mesures peuvent changer rapidement. En conséquence, des voyageurs peuvent se retrouver confrontés à des difficultés pour revenir en Belgique. C'est notamment pourquoi il est vivement conseillé d'annuler ou reporter vos déplacements non essentiels et d'attendre une période plus stable pour vous rendre à l'étranger. Par mesure de précaution, tous les voyages passagers, que ce soit par train, avion ou bateau, du Royaume-Uni vers la Belgique, sont ce jour interdits. Cela s'applique aux passagers ayant la Belgique comme destination finale, tout comme aux passagers qui souhaitaient transiter par notre pays. Le transport de marchandises reste, lui, possible. La situation anglaise est suivie de près et sera décidée aujourd'hui s'il y a lieu de prolonger ou de moduler cette mesure. Le gouvernement est à cette fin en contact avec les pays voisins et les autorités de l'Union européenne. Voilà pour le cas spécifique du Royaume-Uni. Qu'en est-il pour les voyages vers et depuis l'étranger de manière générale? L'arrêté de ce samedi nous indique que les personnes ayant séjourné en zone rouge pendant plus de 48 heures sont considérées comme étant contact à haut risque. Cela signifie qu'à leur retour, ces personnes doivent se mettre en quarantaine pendant 7 jours, suivi de la réalisation d'un test au 7e jour. La suite de la quarantaine dépendra du résultat de ce test. Il est bien possible d'éviter cette quarantaine sur base des informations introduites dans le formulaire passager, mais le risque, l'évaluation de ce risque a été fortement remontée, donc il est plus que probable que vous ayez à faire cette quarantaine à votre retour. Donc prenez vos dispositions à cet égard. Un contrôle accru sera exercé également à nos frontières par les services de police et de douane pour veiller à ce que les personnes entrant sur le territoire ont bien complété le formulaire passager. Et le contrôle du respect de la quarantaine sera également renforcé. Autre mesure annoncée vendredi, tous les non-résidents belges souhaitant se rendre dans notre pays depuis une zone rouge devront présenter un résultat de test négatif avant d'arriver sur le territoire. Cette mesure entre en application à partir du 25 décembre. Voilà pour ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les voyages. Un bref mot sur le week-end dernier. Les achats de Noël se sont déroulés sans grand problème dans nos rues commerçantes. Cela montre que la grande majorité de la population est consciente du risque et le prend en compte. Ce qui est plutôt frustrant, par contre, c'est la petite minorité qui ignore la gravité de la situation ou se voile la face, au détriment et mépris des plus faibles et des efforts concédés par tous, comme en témoignent les dénommés lockdown parties. Qu'on comprenne bien, une lockdown party, cela ne se limite pas à des jeunes passant une soirée avec un DJ dans une location de vacances.
une réunion familiale ou amicale autour d'un repas, avec ou sans DJ, est tout autant facteur de risque. On rappelle que la grande majorité des contaminations ont lieu dans la sphère familiale. Le respect des mesures sanitaires nous concerne tous. Ne nous voilons pas la face. Nous sommes tous profondément fatigués de ce virus, mais ce n'est pas le moment que nous baissions collectivement les bras. Profitons des prochains jours, mais profitons-en tout en nous assurant que le Covid-19 ne soit un invité indésirable à notre table. Soyons conséquents dans nos actes, restons mobilisés. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Nous allons passer aux différentes questions reçues par la presse. Peut-on faire le point sur la contagiosité des personnes ayant déjà été contaminées? Où en sont les connaissances à ce sujet? Alors, les personnes ayant déjà fait l'infection gardent pour la majorité d'entre elles une immunité au moins pendant les 6 mois qui suivent. Et les études sont en cours pour montrer combien de temps cette immunité peut persister. Cette immunité induit que chez elles, il est très rare de faire un nouvel épisode de la maladie. Cela arrive, mais c'est rarement sévère et ce n'est pratiquement jamais plus sévère que le premier épisode. Sachant cela, qu'en est-il du risque qu'elles ont de pouvoir contaminer d'autres personnes par un virus qui ferait un ricochet, si on peut dire, sur leur voie respiratoire et viendrait, sans les toucher elles-mêmes, infecter quelqu'un qui n'aurait pas fait l'infection. Cette possibilité existe très clairement. On ne connaît pas sa fréquence. Actuellement, il est difficile de savoir si quelqu'un qui a fait la maladie possède assez d'immunité au niveau de ses voies respiratoires pour y bloquer immédiatement le virus, qu'il s'y englue comme une mouche s'engluerait sur un papier tue-mouche, si on peut dire. Et cette notion-là n'existe pas clairement encore, dans sa fréquence en tout cas, par rapport au fait d'avoir fait la maladie. Nous ne la connaissons pas exactement non plus pour les vaccins. C'est un des points qui devrait être défini lorsque ceux-ci seront vraiment présents sur le terrain. Donc actuellement, ce que l'on peut dire, c'est que l'on estime que les personnes sont sans doute moins infectantes parce qu'elles n'ont pas ou peu de virus qui passent par leur pharynx et qu'il y passe moins longtemps, mais on ne peut pas exclure qu'elles puissent encore servir de transmission. Et c'est pour cela que toute personne, qu'elles aient fait ou pas fait l'infection Covid, doivent appliquer les mêmes mesures de protection, le même emploi du masque, la même distanciation sociale. Hoe zit het met de besmettelijkheid van mensen die al besmet zijn geweest? Wat weten we hier momenteel al over? Wel, het is zo dat de meeste mensen een immuunrespons gaan ontwikkelen na een besmetting of na een vaccinatie. Dat weten we. Deze immuunrespons kan ons beschermen tegen ziekte, maar niet noodzakelijk tegen de besmetting zelf, de besmetting of de infectie. Wanneer men besmet is met het virus, dan groeit dat virus in eerste instantie in onze neus, in onze luchtwegen. En als het virus lang genoeg kan vermeerderen en sterk genoeg kan groeien, dan worden we uiteindelijk ook ziek. Onze immuunrespons kan ervoor zorgen dat die virusbesmetting vroegtijdig stopgezet wordt, vooraleer we ziek worden. Maar het is dus wel mogelijk dat we nog gedurende een aantal dagen het virus in onze neus dragen, dat het virus heel kortstondig vermeerdert, misschien ook uitgescheiden wordt en pas na enkele dagen de immuniteit, de immuunrespons erin slaagt om het virus te blokkeren. Gedurende die eerste dagen zijn we misschien mogelijk nog altijd besmettelijk voor onze medemens. We gaan daar niks van merken, we worden immers niet meer ziek. Dus daar is potentieel een risico aan verbonden. Soms is het zo, en dat weten we al uit een aantal voorbeelden die onder andere in de media zijn gekomen, ook gepubliceerd in de wetenschappelijke literatuur, dat sommige mensen ook een tweede keer kunnen ziek worden. Dus ze ondergaan een tweede besmetting en worden een tweede keer ziek. We vermoeden dat dit waarschijnlijk eerder om uitzonderingen gaat dan om de regel, maar het is nog iets te vroeg om daar ook een duidelijke uitspraak te kunnen over doen.
De mutatie van het coronavirus is ontdekt in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze daar veel extra onderzoek doen naar het virus. Hoe verloopt dat in België? Doen wij onderzoek naar nieuwe mutaties en wat weten we al van deze mutatie? Hoeveel gevallen zijn er in België? Ja, het klopt dat het Verenigd Koninkrijk een zeer degelijk en performant systeem heeft om aan genetische surveillance te doen. Dus parallel met de epidemiologische surveillance, zoals wij die ook in België hebben en die heel goed verloopt, gaan zij ook in real-time heel veel van de virusstalen genetisch karakteriseren. En dat gaat om 5 tot 10% van alle virusstalen. Dat is heel hoog. In België zijn er momenteel zo'n 0,6% van de virusstalen gekarakteriseerd. Een 3300 stalen op meer dan 600.000 stalen. Dat is dus een heel pak minder. Dankzij die karakterisatie is die zogenaamde UK-variant ook in België al gedetecteerd geweest. Ondertussen al meer dan een maand geleden. Het gaat om 4 gevallen in totaal. De exacte herkomst van die besmettingen weten we nog niet precies. Het is ook belangrijk om te zeggen dat die mutant in het Verenigd Koninkrijk, die variant bevat heel wat mutaties, meer dan 20. Dat is niet ongewoon voor een variant van een virus. U moet weten dat het coronavirus zo'n 30.000 letters heeft, waar overal mutaties kunnen plaatsvinden. Het gaat dus om 20 mutaties op 30.000 plaatsen. Dat is niet ongewoon. Wat dat wel de interesse gewekt heeft, is dat 2 van die mutaties op een plaats voorkomen waarvan we denken dat het mogelijk een functioneel gevolg voor het virus kan hebben. Het gaat om 1 mutatie op het zogenaamde spike-eiwit. Dat is het eiwit aan het oppervlak van het virus, dat ook verbinding maakt met de receptor op onze cellen. Het is een beetje het dockingstation van het virus. Wanneer daar een verandering plaatsvindt, dan kan het zijn dat dat zorgt voor een betere binding op de cel. En op basis van computersimulaties zou dat wel eens het geval kunnen zijn voor deze virusvariant. Er is ook een andere mutatie op een andere plaats van dat oppervlakte-eiwit of dat spike-eiwit. Een plaats die belangrijk is voor het virus om de cel mee binnen te dringen, om de cel als het ware mee open te breken. Op basis van computersimulaties kunnen we veronderstellen dat die 2 mutaties dus mogelijk een voordeel geven aan het virus om onze cellen binnen te kunnen treden. Theoretisch betekent dat dit virus misschien wat besmettelijker is dan andere varianten. Maar dit moet nog biologisch aangetoond worden. La nouvelle mutation du coronavirus a été découverte au Royaume-Uni car il faut de nombreuses recherches supplémentaires sur le virus. Comment cela se passe-t-il en Belgique? Recherchons-nous également d'éventuelles nouvelles mutations et que sait-on déjà de cette mutation? Y a-t-il des cas en Belgique et combien? Alors, comme on en a parlé durant la conférence de presse, les Anglais, effectivement, ont un système de suivi épidémiologique et génétique des souches virales, en l'occurrence pour cette pandémie, particulièrement performant. C'est le cas d'ailleurs pour d'autres maladies infectieuses aussi au UK. Et cela leur permet actuellement, en real time, c'est-à-dire en ne reprenant pas des vieilles souches, mais en suivant au fur et à mesure de leur détection, ça leur permet de tester ainsi 5 à 10% du total des souches qui sont identifiées en Angleterre. En comparaison, la Belgique fait ce travail, et pas en real time, sur 0,5% de ces souches, en l'occurrence 3300 souches sur 600 000 souches déterminées jusqu'à présent. Clairement donc, il y a là une raison pour laquelle ce type de variante a pu être détecté au UK, puisque le travail effectué de recherche y est plus important. Ces souches ont été identifiées dans d'autres pays, on l'a dit, dont en Belgique. Il y a actuellement 4 cas connus en Belgique et cette détection s'est faite il y a un mois. Il n'est pas impossible qu'il y ait plus de cas de ce type de souche circulant actuellement, tant dans notre pays d'ailleurs
que dans d'autres pays d'Europe continentale. Alors on l'a souligné durant la conférence de presse aussi, il n'est pas rare et anormal d'avoir des mutations chez ce type de virus à ARN. En l'occurrence, on note pour ce type de mutation bien précise qu'il y a eu 20 modifications sur un ensemble de 30 000 points que le virus pourrait avoir l'une ou l'autre modification. C'est donc peu de choses, mais elle se situe à des endroits où elle pourrait avoir un impact significatif quant à la facilitation de la transmission. 2 de ces mutations se trouvent sur la spike protéine. L'une d'entre elles se trouve à un endroit où elle permet une meilleure fixation et l'autre où elle permet une meilleure intériorisation du virus, une meilleure ouverture de la cellule pour que le virus puisse y pénétrer. C'est un petit peu comme si vous aviez une clé que vous avez l'habitude d'employer, mais vous devez toujours chipoter un peu en la tournant 2-3 fois. Ça prend une seconde et demie, mais la porte s'ouvre. Vous la portez chez le serrurier, il lime 2 petites dents et par un coup de baguette magique, la clé tourne toute seule dans la serrure. Ça pourrait être quelque chose qui se produit avec cette souche. Sur des bases de modèles informatiques, elle semble avoir un avantage potentiel, et on l'a dit, pour rentrer dans la cellule, mais ceci doit encore être démontré au point de vue purement biologique. Merci. Merci à vous. Nous nous retrouvons mercredi à 11 h pour la prochaine conférence de presse. N'oubliez pas, si vous faites des achats cette semaine, évitez les moments les plus fréquentés, en vous rendant par exemple au magasin tôt le matin. Bonne semaine.